Je vous propose de continuer avec la table ronde désormais. Et donc, je vais appeler Olivier Corredo. Je vous demande de l'applaudir. Donc, Olivier qui est directeur des conférences chez IDC. Et je lui laisse la parole et introduire les invités. Merci Thomas, merci à vous tous de nous accueillir ce soir. Je te remercie aussi Didier parce que on va parler un peu de toutes ces idées, de cette transformation du numérique, de l'évolution vers la troisième plateforme, des enjeux. On va faire un focus sur le poste de travail, sur la sécurité et puis si on a le temps un peu de l'impact aussi sur la gouvernance. Je vais appeler à venir nous rejoindre donc Pascal Buffard qui est président du SIGREF et président d'AXA Technologie Service. Qui applaudit. Michel Spiry, donc DSI de la Banque de France. Vous pouvez vous asseoir. Bernard Hervy, qui est directeur du développement infogérant chez SPI Communication. Raphaël Desberg, qui est donc PDG de Sens Informatique. Et Gauthier Delot, qui est business manager chez Loctim. Voilà, pour venir compléter On vous attend. Alors installez-vous, prenez un verre d'eau, veuillez couper votre portable parce que je n'accepterai pas une communication de votre épouse pendant la table ronde. Voilà, Gauthier, pour vous asseoir, on va rapidement faire un petit tour de table parce qu'il y a des acteurs très connus et d'autres qui le sont beaucoup moins. Gauthier, vous êtes le dernier arrivé, c'est vous qui allez prendre la parole. Ah oui. En quelques mots, Loctim, prenez le micro qui est devant vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes une ESN, comme on les appelle maintenant ? Alors, j'ai appris le terme il y a 5 minutes. D'accord. Mais en effet, on revendique le terme de ESN. Je suis désolé. Loctim donc, est une société de services IT qui intervient sur 3 grands domaines d'activité qui sont les applications, le développement, l'infrastructure de production et aussi tout ce qui est BI, ERP, CRM, représenté par une filiale pure player sur ces environnements. D'accord, on prend cette partie peut-être pour un autre débat, mais là on prendra la première partie. Raphaël Desberg, vous êtes un peu le régional de l'étape. Pas le régional, mais le provincial en tout cas. Mesdames, pardon. Messieurs, bonsoir. Donc, Raphaël Desberg, moi je viens de Lyon. Je suis originaire du Jura, pour ceux que ça intéresse. Sens Informatique est né il y a une dizaine d'années aujourd'hui, avec une ligne directrice assez claire, ne faire aucun négoce, ce qui nous permet de faire de la MOA, du conseil auprès de nos clients, sans aucun parti pris. Voilà, l'idée, on est plutôt marqué infrastructure. On est une quinzaine de personnes aujourd'hui, donc on est une toute petite structure et on aime bien venir jusque dans le Grand Nord. Pas que des clients cantonnés sur la région Rhône-Alpes. Ça occupe énormément de monde à la Banque de France, ça occupe 1200 à 1300 personnes. Parce qu'il y a 400 000 dossiers vivants, il y a une commission dans chaque département. C'est beaucoup de papier. Donc là, c'est typiquement le type de process où l'utilisation de portails, de moyens de mobilité pour aider les gens à remplir les dossiers, ce genre de choses, ou derrière de dématérialisation dans les échanges avec les greffes des tribunaux, avec tous les créanciers, etc., peut apporter beaucoup. Donc on travaille sur certains grands process où là, on va, je dirais, gagner en temps, en personnel. Et quand on parle de BIOD, il y a aussi une poussée des utilisateurs ? Alors, par ailleurs, oui, disons que le BIOD, c'est à la fois des opportunités sur certains process métiers. Les outils de mobilité se développent, par exemple pour le surendettement, pour la cotation d'entreprise, pour un certain nombre de choses. Mais effectivement, il y a une certaine poussée des utilisateurs, que ce soit d'ailleurs par le haut ou par la base, pour des actions de type BIOD. On travaille dessus, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. C'est le type de démarche qui nous pose certains problèmes du point de vue de la sécurité. Alors, il y a une question dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec leur vieille Amstrad CPC 6128 pour se connecter au système d'information? Bernard Hervy, est-ce que, pour compléter un peu la vision de Pascal Buffard là, et de Michel Spiry, pour vous, est-ce que vous retrouvez un peu ces challenges, cette poussée chez vos clients, et qu'est-ce que ça impacte pour vous comme changement sur les environnements de travail au sens large?
Oui, effectivement, on a plusieurs facteurs qui poussent à la transformation aujourd'hui chez nos clients. Je dirais le premier d'entre eux, c'est les générations. Effectivement, on a parlé de la génération Y, la génération poussette. Aujourd'hui, cette génération, elle est dans l'entreprise et elle vient avec ses outils dans l'entreprise. Donc pour nous, c'est la prise en compte de nouveaux outils, d'une nouvelle population, avec, quand on est infogérant, il y a des supports qui ne sont pas toujours évidents à mettre en œuvre pour supporter ces nouvelles générations qui sont très friands de mobilité, très friands de technologie. Ce qui vous pousse, vous aussi, à évoluer dans votre offre, dans votre support, dans votre capacité de conseil aussi. Complètement. Aujourd'hui, quand on prend un exemple de service desk, il y a quelques années, on nous appelait au service desk, c'était pour un PC, il était derrière son écran, problème d'impression. Okay. Maintenant, aujourd'hui, quand il nous appelle pour un problème, il n'est pas obligatoirement au bureau. Son PC, c'est peut-être pas un PC, c'est son smartphone. Quand il veut imprimer, c'est sur une imprimante qui est délocalisée. Donc le support qu'on doit apporter derrière est complètement différent. Et la compétence que l'on doit mettre au niveau de nos opérateurs est complètement différente. Donc cette génération nous apporte du changement. L'autre changement, c'est l'organisation du travail. On ne travaille plus qu'au bureau. La mobilité aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est de travailler n'importe où, n'importe quand, n'importe quel périphérique. Et là aussi, ça entraîne, en termes de support, des contraintes supplémentaires. Au niveau des DSI, c'est aussi une disponibilité du système d'information 24 heures sur 24. On veut aujourd'hui se connecter en permanence au système d'information, pouvoir se connecter en permanence. Donc, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Raphaël Esberg, vous êtes, du côté de Lyon. Est-ce que vous pouvez juste... Vous avez le micro, vous le cachiez en fait. Est-ce que non seulement vous avez cette vision un peu des acteurs de province, peut-être aussi de plus petite taille, puisque vous êtes plus sur un marché de PME. Là, on a vu un peu la vision des grands groupes et cette transformation est en marche. Est-ce que vous sentez un décalage déjà entre... on va pas faire un cliché Paris-Province, mais entre justement, est-ce qu'on est en avance de phase? Est-ce que toute la France suit? Est-ce que les PME, on pourrait penser, alors soit qu'elles sont en retard parce qu'il n'y a pas de DSI forcément, il n'y a pas de gens de l'IT, il y a des fois des entreprises familiales, ou alors au contraire, le cloud c'est facile, on peut prendre du SaaS, et que les entreprises PME peuvent aller beaucoup plus vite que les grandes parce qu'elles n'ont pas forcément le legacy à gérer. Alors où on en est où positionner le curseur? Nous, de la province, on regarde Paris essayer de nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Pas facile. Hein. Pas facile. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, les PME, puisque c'est de ça dont vous souhaitez que je parle ce soir, ont un maître mot, et je vais en parler plusieurs fois dans la soirée, c'est le pragmatisme. Ce sont des structures qui n'ont pas forcément les moyens de partir vers un directeur numérique ou de mettre en place des choses très liées à de la veille techno dans ce sens-là. En revanche, on est très pragmatique et parfois beaucoup plus réactif. C'est-à-dire que quand on a la preuve d'un ROI pas forcément financier, il peut être commercial, il peut être en termes d'image de marque, on y va. Et quand on est une plus petite structure, on a la possibilité d'y aller très vite. On achète 250 tablettes, 500, et on les met en œuvre, et on met en œuvre la solution et ça marche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Que ce soit en province ou ailleurs, les PME ont cette, à mon avis, à mon sens, cette capacité à être peut-être plus efficaces, sans manquer de respect du tout aux grosses structures, mais elles vont regarder ce qui se passe, ne pas essuyer les plâtres. Sans doute plus souple, un peu plus agile. Plus agile, et une fois que la preuve est faite, on y va et on fonce. Alors est-ce que vous avez juste un peu un exemple d'entreprise que vous accompagnez dans cette transformation et concrètement là, sur le développement de l'environnement de travail, le cas d'une entreprise que vous accompagnez aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une petite chose avant de donner des exemples. Une chose que je remarque qui est un peu différenciante à mon avis entre les PME et les grands groupes, peut-être, je n'ai peut-être pas rencontré les bons grands groupes, c'est que les PME vont rapidement intégrer dans leur réflexion à la fois l'aspect client mais également l'aspect collaborateur. C'est-à-dire que les réflexions sur ces projets, sur ces nouveaux équipements, les réflexions vont être menées par le PDG ou par le DSI en intégrant vraiment l'aspect client, donc l'image que je vais donner à l'extérieur, mais également l'image à l'interne, pour mes collaborateurs. On a parlé de génération Y, on va en reparler plusieurs fois. Et ça, aussi bien le client externe que le client interne, ou les métiers ou les directions. Exactement. Et il me semble qu'il y a peut-être plus de sensibilité quand on est une PME
parce que finalement le DSI ou le chef d'entreprise est en prise directe avec l'ensemble de ses collaborateurs, pour pas une question simple de taille. Alors, donc un cas de client que vous accompagnez aujourd'hui et qui est justement en pleine transformation sur cette J'avais préparé quelques exemples, je peux vous en citer un qui s'appelle Groupe GP, c'est une entreprise qui fait des produits carnés. C'est un groupe de 200 personnes, petite boîte, et on va équiper là l'ensemble des commerciaux avec une centaine de tablettes pour aller simplement remplacer les catalogues pour aller présenter leurs produits. L'idée du projet est née il y a 4 mois en comité de direction et on commande les tablettes la semaine prochaine. Donc c'est vraiment un temps très court de mise en œuvre. Et ce qui a poussé, c'est vraiment en termes d'image ou de simplicité C'est plusieurs choses. C'est effectivement en termes d'image, se différencier de la concurrence. Un retour sur investissement vis-à-vis des impressions papier. Plutôt que de se balader avec des catalogues que j'imprime, les commerciaux vont se déplacer avec des tablettes, comme aujourd'hui les pilotes je crois que c'est la Lufthansa en l'occurrence. Et en termes de freins, on avait évoqué ça. Moi je vois 2 freins principaux à ce genre d'évolution. Des freins techniques. Une des choses qu'on peut facilement mettre dans le cloud aujourd'hui, c'est la messagerie. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus sensible dans l'entreprise, donc on peut y aller. Nous, les premières évolutions qu'on a faites il y a quelques années dans ce sens-là, ont montré des freins techniques simplement avec des parcs BlackBerry, avec de l'intégration. Voilà, donc on a eu quelques surprises. Et puis un frein, je dirais financier ou commercial. Je cite un autre client qui s'appelle CGECO, c'est un groupe d'experts comptables. C'est 600 personnes, ils vont être 1200 d'ici 5 ans. On vient de faire un AMOA d'infrastructure, un appel d'offres pour le renouvellement. Et le DSI ne voulait pas qu'on ait de parti pris en amont de savoir si on partait vers une infra classique ou une infra de type cloud privé ou public. Donc on a fait un appel d'offres très ouvert. Le choix a été vite fait parce que les réponses de type cloud sont entre x2 et x5 par rapport aux offres traditionnelles. C'est pas acceptable pour une PME. Ok. Gauthier Delot, vous êtes plus... vous êtes une petite structure, mais vous accompagnez aussi des grands comptes. Est-ce que vous avez un peu des exemples aussi d'accompagnement et de transformation d'environnement de travail que vous avez pu mener et auprès de quelle structure ? En effet, aujourd'hui, Locteam accompagne ses clients. Parmi ses activités, la modernisation de leurs environnements de travail compte pour beaucoup. Dans ce cadre, en tant que ESN, puisqu'on y tient, nous sommes face à plusieurs challenges. On a des clients qui souhaitent avoir du conseil, qui sont parfois un petit peu perdus, comme on le disait tout à l'heure. On a des clients qui ont déjà une trajectoire bien définie et qu'il faut accompagner, donc via du renfort technique, de l'expertise. Et on a aussi l'arrivée du BIOD qui met les décideurs face à des choix qui sont assez impactants pour le récit, mais aussi pour les métiers. Dans ce cadre, il a fallu que nous, en tant que société de service, on s'adapte à cette demande. Alors vous avez un peu tous ces types de demandes, mais là, est-ce que vous avez un exemple un peu frappant d'entreprise que vous accompagnez en grand groupe ou une entreprise de taille sur cette transformation de l'environnement de travail, là, précisément ? En effet, notamment dans les projets établis, on a su répondre aux demandes de certains de nos clients, notamment BNP Paribas, que nous accompagnons sur les évolutions du poste de travail. Il ne faut pas oublier que BNP Paribas, c'est plus de 200 000 postes dans le monde, sur 5 continents. Et quand vous dites évolution du poste de travail, donc dans un premier temps, c'est déjà l'évolution d'XPS7, c'est ça, mais ça va au-delà de ça, ou c'est l'équipement en tablette, la virtualisation de poste, c'est sur quoi en fait ça porte notamment sur la migration vers Seven, où là il s'agit d'effectuer les migrations, les masters, le déploiement via la mise en place d'une infrastructure bien spécifique. On imagine bien qu'il y a un time to market sur une migration de 200 000 postes qui est assez important. Aujourd'hui, il existe aussi des projets sur lesquels on intervient, sur la virtualisation des postes, qui sont des solutions évoquées, notamment tout ce qui est HVD. Donc ce sont des solutions qui sont proposées aux filiales, et aussi des projets de mise à disposition de tablettes, donc notamment du Surface avec des accès à des bureaux. Ce sont des solutions qui ont été mises en place
qui sont en cours de mise en place et qui devraient passer en prod dans ces prochains mois. Alors, juste, je voudrais redonner la parole à Pascal Buffard, juste avec votre casquette plutôt AXA. Vous, si on prend précisément l'environnement de travail chez AXA, quelle transformation vous êtes en train de mener? Est-ce que les gens s'équipent de plus en plus justement de tablettes? Est-ce que on est passé dans le biode? On en est où précisément sur cet environnement poste de travail? Oui, juste en quelques mots, parce que je pense que c'est intéressant et je pense que c'est un sujet dont on pourrait débattre. Je pose un certain nombre de questions justement quant à l'évolution des situations de travail. Je parlerai beaucoup plus de l'évolution des situations de travail que de l'environnement de travail en lui-même. C'est-à-dire que ce qu'on a fait chez AXA Group Solutions, qui est une société aussi de services internes, on a complètement repensé le concept de situation de travail. Et ça veut dire qu'on a repensé les locaux, qu'on a repensé, je dirais, les accords autour du télétravail, du travail à distance, et que de facto, on arrive à combiner, je dirais, une meilleure efficacité au travail, en pouvant travailler de manière appropriée n'importe où, n'importe quand. Bon, et donc, vous voyez, on a une capacité, non, je ne plaisante pas, ces nouvelles technologies, le Wi-Fi le réseau est un enabler formidable, et les devices. Et bien sûr oui, on gère des devices personnels, on gère des devices professionnels qui peuvent aussi être des tablettes et qui, je dirais, sont adaptés à la situation de travail de chacun. Je crois que c'est ça qui est très très important, et avec un ensemble de leviers d'efficacité qui sont considérables et mesurables dans les business cases. Qu'est-ce qui peut bloquer aujourd'hui? Vous parlez du réseau, des devices qui sont des enablers. Qu'est-ce qui peut bloquer? On parlait tout à l'heure de la sécurité. Quels sont les éléments bloquants? Il y a un ralentisseur qui est de suffisamment bien gérer les risques qui sont croissants. La cybersécurité est un problème dont l'ampleur, je dirais, est considérable. Je ne pense pas qu'un jour, d'ailleurs, on réussira à maîtriser en disant je suis tranquille, je peux dormir tranquille. Ce jour-là, on est normalement en péril. Bon. Donc, non, il faut être vigilant, et il faut aussi, je dirais, trouver les bonnes solutions. Les bonnes solutions, il faut faire très attention, parce que ce n'est pas que de la technologie. La sécurité, c'est aussi beaucoup une question d'état d'esprit et de culture. Évidemment, la technologie doit supporter ça. Et donc, de fait, on arrive quand même, je dirais, à déployer des terminaux Bring Your Own Device, à accepter des terminaux Bring Your Own Device dans nos entreprises, et parfois en milliers. Donc, on sait faire cela. Pour autant, c'est pas simple. La sécurité est un véritable enjeu. Et d'ailleurs, sur ce sujet de la sécurité, je voudrais prendre l'exemple de Thomas, là. Parce que c'est ça le vrai sujet. C'est quand on sera dans le machine to machine, parce que le web, je suis d'accord avec vous, on n'a rien vu. On a vu le web sur des PC fixes. Ça, c'était le e-commerce des années 2000. Bon, ok. Il y a peu de temps, on pensait que le web, on le ferait, je dirais, éventuellement sur des terminaux mobiles. Donc on a compris qu'il était mobile. Aujourd'hui, il est complètement mobile. Alors il y a tout un tas de chiffres aussi qui sont régulièrement cités. Quel est le 3e plus grand pays du monde aujourd'hui? Bon, alors c'est Facebook, ok. Et il y a 5 ans, il était où ce pays? Il n'y avait personne dans ce pays. Bon, donc il est aussi social. Et puis il est dans les machines. Et quand on va vers ce niveau-là, je dirais, de maîtrise de l'information, parce que c'est ce dont il s'agit, là, il y a des risques. Et il y a des risques que votre femme, votre maîtresse, effectivement, et d'ailleurs vous n'êtes assuré de rien, Thomas, parce que là c'est une blague, mais ça se trouve. Bon, donc voilà, on est sous contrôle, et d'ailleurs c'est un véritable sujet, je pense, de société, c'est que jusqu'où on ne va pas en la matière. Et comme ça a été dit aussi de manière merveilleuse, je trouve, la confiance est une valeur centrale, je dirais, de cette culture numérique. Aller trop loin est un véritable enjeu stratégique, y compris pour nos entreprises. C'est que ça va très vite, il faut analyser le risque et puis être conscient du capital informationnel de l'entreprise. Michel Spirig, plus qu'ailleurs, je dirais, dans une banque, là, le frein de la sécurité. Alors, vous en êtes où, là, justement, on parlait tout à l'heure du biode, de ces environnements, et est-ce que vous avancez aussi vite que les autres avec des freins quand même majeurs? Oui, tout à fait. On est même, je dirais, spécifiquement la Banque de France, dans une situation un petit peu paradoxale. Le développement des devices est quelque chose d'ancien. J'ai vu quelque chose sur l'Amstrad tout à l'heure. Nous,
1980, on avait des PET Commodore, avant qu'existe l'IBM PC, on a eu des portables très vite. Moi, ça fait 4 ans que j'ai un iPad. Donc, on a, je dirais, une tradition d'outils de mobilité pour une partie de notre personnel et même pour l'ensemble maintenant. Beaucoup de BlackBerry, on a beaucoup de gens qui se déplacent dans les banques, à l'étranger. Et là, on est par contre face à une problématique un petit peu compliquée avec le Bring Your Own Device, parce que nous sommes une entreprise très attaquée. Très attaquée. Vous êtes une cible de toute façon. Voilà, on est une cible. Oui, on est une cible symbolique d'abord. Il y a un risque d'image très fort, mais par ailleurs, on est une cible tout à fait réelle, aussi bien pour le grand banditisme par rapport aux billets. Que pour l'espionnage d'État-État. Quand on prépare un G10 ou un G20 où la Banque de France est un acteur important, les boîtes aux lettres des participants au G10 ou au G20 à la Banque de France sont clairement ciblées et attaquées. Moi j'ai mes hackers aussi, donc qui sont des contre-hackers. On arrive à voir à peu près d'où ça vient, même si ça rebondit par beaucoup de pays au passage. Ça vient pas forcément que d'Asie. L'actualité l'a montré récemment. On a vu que ça venait aussi de nos amis, quoi. Voilà. Bon, je suis aussi le banquier. Enfin, je le suis, oui, puisque je fais les systèmes d'information, mais je l'ai même été en tant que tel dans un de mes postes précédents, le banquier des services secrets français. Il y a un certain nombre de choses que d'État à État ont fait à la Banque de France sur la gestion de réserves de pays étrangers. C'est pas le genre de choses qui peut se balader partout. Et les devices sont une porte d'entrée. Ça, c'est très clair sur le système d'information. Donc vous avancez pas à pas en responsabilisant les utilisateurs aussi, quoi. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des choses, même en responsabilisant l'utilisateur, on ne veut pas prendre de risques. Donc le Bring Your Own Device nous pose problème. On est en train de réfléchir. On a, comme tout le monde, testé les produits comme Good, AirWatch, que ceux qui sont en font, fait des coffres-forts à l'intérieur du mobile ou des solutions de mobile device management qui permettant permettent de contrôler de gérer un certain nombre de de choses avec l'ensemble des systèmes d'exploitation, iOS, Android, etc. Bon, pour prendre un exemple, Good, qui est le produit le plus répandu, y compris dans beaucoup de banques centrales, les serveurs sont aux États-Unis, hein. Ça, c'est clair. Donc, on a réellement un problème qu'on va résoudre, parce que techniquement, on a tous les éléments, mais c'est vraiment une décision d'entreprise. De savoir jusqu'où on va, quelle est l'ampleur des services qu'on offre device par device, parce que je pense qu'on va en venir là. C'est-à-dire qu'il y aura des devices très sécurisés qui sont fournis par l'entreprise et auxquels qui donneront largement accès à tous les services. Par contre, les devices personnels donneront sans doute accès au minimum, c'est-à-dire probablement à la messagerie, et pas à l'ensemble. Je pense qu'on va vers ça, mais les décisions ne sont pas encore prises. Très bien. Bernard Hervy, juste parce que vous accompagnez aussi ce type de transformation dans les entreprises, vous avez peut-être des cas sous le coup dont vous pouvez nous parler, et comment vous balayez justement ces problématiques de sécurité en disant, voilà, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, ça se passe comme ça. Oui, voilà, là je vais revenir au discours de Faroudi tout à l'heure. Vraiment, la co-construction est vraiment la clé pour nous. L'innovation, la transformation, on ne met pas en place une nouvelle technologie pour le plaisir de mettre en place une nouvelle technologie. C'est vraiment derrière, il doit y avoir de vrais enjeux au niveau de l'entreprise, des vrais usages. Et donc la co-construction, comment on va accompagner nos entreprises, c'est vraiment un travail à trois. Il y a des fournisseurs, les fournisseurs de technologie, tous les jours, il y a une nouvelle technologie qui sort sur le marché. C'est pas pour ça que les entreprises les déploient immédiatement. Il y a le client, il a ses enjeux, il a ses besoins, il y a des usages, ses utilisateurs. Et puis il y a la société de services, SPI Communication par exemple, qui est là un petit peu pour réunir ses compétences, pour coordonner ses compétences. Et je dirais aujourd'hui, on n'est plus uniquement un intégrateur de technologie, mais plus un intégrateur de savoir-faire, un intégrateur de compétences. Certains DSI peuvent, entre guillemets, se décharger sur vous d'une partie de... Alors, se décharger... entre guillemets. Oui, une partie, effectivement, quand on est infogérant, bien sûr qu'une des missions de l'infogérant, ça va être de prendre en charge la responsabilité de toute partie de l'exploitation, du support de l'infrastructure. Mais aujourd'hui, ces nouvelles technologies, effectivement, on parlait tout à l'heure des freins, les freins sont de moins en moins technologiques. La techno, aujourd'hui, elle existe. On parle de sécurité, oui. La disponibilité, aujourd'hui, on sait faire des data centers, des systèmes disponibles 99,9%.
Mais problème de sécurité, il y a d'autres problèmes qui vont être des problématiques plus liées aux ressources elles-mêmes, au RH. Je travaille au bureau, je travaille à domicile, je travaille n'importe où. Problématique de temps de travail, problématique de process, RH, juridique. Voilà, et juridique, bien sûr. On y Donc, reviendra tout ça tout à l'heure. aujourd'hui, on doit le prendre en compte, je dirais, quand on met en place une solution chez nos clients. Parce que Thomas me fait des signes, il faut qu'on avance. Raphaël Desberg, juste, et Gauthier Delot, je vous fais réagir un peu sur... Alors déjà, est-ce que vous avez un peu cette problématique de frein liée à la sécurité sur cette évolution, cette transformation, ou alors est-ce qu'elles avancent, les sociétés, les PME, de toute façon, bon, après que ça soit hébergé aux États-Unis, à part sur peut-être certaines sociétés qui ont des données critiques, mais voilà, qu'est-ce que vous voyez sur le marché et comment vous les accompagnez dans ce sens? Alors moi, c'est très simple. Mon rôle d'AMOA, c'est justement de les mettre en garde sur du Patriot Act, sur un certain nombre d'éléments comme cela. Vous parliez de disponibilité à l'instant. Une chose qui est importante, moi, aujourd'hui, dans ces solutions techniques de type cloud, etc., on est tous très vigilants sur nos GTR, nos GTD, les pénalités, toutes les clauses contractuelles. Et il me semble très important aujourd'hui de se faire accompagner par des gens spécialistes au niveau juridique. Des avocats me semblent tout à fait adaptés sur ces clauses-là. Néanmoins, une fois qu'on a bien contractualisé avec un housing, un hoster, peu importe, un data center quelconque, on a bien validé nos GTR, nos GTD, nos temps d'interruption possibles. Au final, qu'est-ce qui se passe? Le jour où il y a un problème, les pénalités, elles couvrent jamais les ennuis réels qui vont finalement tomber sur le DSI. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand on prend une décision d'aller vers ces technos-là, c'est très très important. Et simplement, une autre chose, c'est que les PME, pour répondre à la question sur le sujet pour lequel vous m'avez convié, elles ont les mêmes problématiques de sécurité que la Banque de France. Elles en ont simplement pas peut-être les moyens. Ou pas les moyens. Oui. Pas les moyens. Et du coup, il faut trouver des briques, il faut trouver des solutions, il faut essayer d'être vigilant, mais les problématiques sont les mêmes. Gauthier Delot, juste pour cet aspect un peu frein, il y a sécurité, la performance, sur ce qui peut freiner à cette transformation de l'environnement de travail. Oui, justement, sur la sécurité, parmi les nombreux clients qu'on accompagne, on voit vraiment deux politiques. Une politique vraiment de frein total par rapport au BIOD, c'est je ne veux aucun device extérieur dans mon SI, donc je le renforce en plus pour éviter que les devices se connectent avec les coûts que ça impacte, les coûts de renfort, et les clients qui voient ça comme une aubaine, avec la possibilité d'avoir des devices intéressants, des tablettes, des smartphones, des utilisateurs, des collaborateurs qui travaillent plus. Donc avec le BIOD, on a justement le cas d'un client qui a voulu mettre en place une politique de MDM, donc justement pas avec Good, pas avec AirWatch, mais avec la solution BlackBerry BES 10. Donc on connaît l'acronyme ADAWAD, donc qui fait qu'on peut connecter n'importe quand, n'importe où, n'importe quel device. Justement, cette solution BlackBerry ne permet pas de connecter du Windows Phone. On peut connecter que de l'iOS, de l'Android et évidemment du BlackBerry. Mais cette solution est quand même intéressante dans le cadre où elle propose le Secure Workspace qui permet de contrôler les applications, les données, de les crypter via une console d'administration, de les supprimer à distance. Et donc on fait bien la différence entre les données personnelles et les données liées à la société. D'accord. Pour évoluer et conclure un peu sur le débat, Bernard Hervy tout à l'heure a parlé un peu que c'était pas simplement une transformation technologique, c'est aussi lié au process, au RH, à la gouvernance d'entreprise. Juste Pascal Buffard, est-ce que vous avez un micro déjà? Hop. Est-ce que ça a changé votre rôle de DSI? Vous avez créé, il me semble-t-il, une direction digitale au sein du groupe. Est-ce qu'elle est justement en charge de faire le lien entre la DSI et les métiers, entre la DSI et la direction générale? Est-ce que c'est son rôle d'aller identifier un peu tout ce qui pourrait être service innovant et quels sont vos liens avec cette direction digitale? Comment vous l'avez? Alors, on a eu une approche qui est assez répandue, qui a été de créer ce qu'on appelle une digital agency, et donc en fait une équipe réduite, une petite vingtaine de personnes, qui sont multi-compétences et multi-métiers, y compris évidemment IT et marketing,
et qui ensemble, parce qu'on est aussi un groupe décentralisé, je dirais cette équipe participe à des projets de transformation numérique qui sont menés par ces entités sur le terrain, apprend, parce que c'est aussi quelque chose, on n'a pas de cahier des charges, hein, on avance en apprenant, test and learn, mais enfin c'est une réalité, et puis qui ayant appris, je dirais, fait émerger ce qu'on appelle des assets, enfin des actifs, qui peuvent être réutilisables dans d'autres entités du groupe. Et on a une usine d'industrialisation qui s'appelle AXA Group Solutions, qui prend ces assets et qui les déploie à la demande des autres entités en fonction des projets de transformation qui sont les leurs. Voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal du tout à ce stade. Est-ce qu'il y a eu des innovations liées justement à l'environnement de travail, des choses qui peuvent être en cours hein, sur cette évolution vers le poste du travail du futur? Oui, tout à fait. Mais alors c'est quand même des évolutions qui sont très orientées clients. Hein, parce que bon, ça c'est aussi normal. Hein, je dirais, notre ambition c'est de servir nos clients, c'est même un peu plus que ça. Compte tenu de notre métier, c'est de les protéger. Et donc c'est pas uniquement de rembourser, je dirais, des sinistres après un processus long et difficile, c'est aussi d'éviter qu'ils aient des problèmes. Et donc ça veut dire que par exemple, on déploie des applications sur smartphone à l'heure actuelle qui vont permettre à nos clients, en utilisant des données de géolocalisation, des données liées à la vitesse et à l'accélération du véhicule, de déterminer si oui ou non ils ont une conduite raisonnable. Et tout ceci sous une forme assez ludique, puisque, je dirais, dans ce monde-là, tout ce qui n'est pas ludique ne fonctionne pas. Et donc, vous voyez, on a créé une solution qui permet à nos clients de mieux conduire, donc d'avoir moins d'accidents, et donc finalement d'être des clients aussi plus protégés, plus satisfaits et plus rentables. Très bien, Michel Spiry, est-ce que vous êtes en train de... Vous avez un plan numérique, est-ce que vous êtes en train de créer une direction digitale ou une digital agency au sein du groupe, justement pour identifier les besoins métiers, les services innovants au sein du groupe? C'est quelque chose qui est en réflexion ou pas? Je dirais la démarche est sur deux plans. D'abord, du point de vue de la gouvernance entre les différents domaines, les grandes lignes métiers et bien sûr l'informatique, il a été créé... je dirais un organe de gestion du plan numérique avec dedans un comité particulier qui a pour vocation de faire émerger les briques transverses, c'est-à-dire en fait de ne plus raisonner uniquement par projet métier, par silo, mais de mettre en évidence les briques transversales de type, pour citer les plus évidentes, portail, réseau social d'entreprise, gestion électronique de documents, qui peuvent être ensuite utilisés par plusieurs ou un groupe de projets. Et donc, c'est un mode de gouvernance nouveau, parce que le numérique, c'est aussi casser les silos pour aller vers la transversalité. Et ça pose pas mal de problèmes, puisque derrière, ça veut dire que les budgets sont plus seulement alloués par ligne métier pour les projets, mais de façon transversale, donc il faut les gérer d'une façon un petit peu différente. Il y a des projets qui vont être ouvreurs sur ces briques transverses et d'autres qui seront suiveurs plus tard. Comment en refacturation de comptabilité analytique entre les domaines on agit? Enfin, il y a des tas de problèmes, je dirais, de cuisine administrative. Donc, c'est quelque chose d'important de savoir créer, je dirais, les synergies transversales. Il y a aussi un processus d'innovation pure avec un outil de suivi de l'innovation et où on a j'allais dire presque des commerciaux, c'est-à-dire des responsables de lignes métiers qui vont se promener un petit peu partout pour essayer de faire ressortir les idées et de voir quelles technologies on pourrait appliquer. Donc ça, c'est côté gouvernance. Par ailleurs, dans ma structure, il y avait 2 directions classiques jusque-là, les projets et les infrastructures. J'ai créé une 3e direction l'année dernière, qui est la direction de l'organisation du système d'information, où il y a tout ce qui gère finalement le numérique, les devices, les applications partagées, tous les outils de partage, mais aussi l'architecture d'entreprise. Donc ce qui permet, je dirais, d'aller vers la transversalité et l'entreprise numérique. Très bien, Raphaël Lesberg, vous souhaitiez réagir sur ce sujet. On va conclure parce que la femme de Thomas l'attend pour dîner, je crois. Donc, mais en quelques mots, justement, sur cette transformation au niveau plus gouvernance, process ou de l'entreprise. Vous jouez aussi ce rôle de conseil et auprès des DSI, vous disiez même on est des DSI partagés. Oui, moi je suis DSI à temps partagé pour quelques structures. Et en fait, simplement, on a beaucoup parlé ce soir de BYOD. On n'a pas parlé peut-être d'autres nouvelles données
qui change un peu le paradigme. Hein. Il fallait que je le place pour faire 20 points au bingo des consultants. C'est tout ce qui est Shadow IT, notamment. Ce sont également des choses, je ne vais pas dire des problèmes, ce sont également des choses dont il faut qu'on tienne compte aujourd'hui en tant que DSI. Parce que le Shadow IT, juste, c'est tout ce qui échappe à la DSI, qui est consommé du service SaaS peu consommé par les métiers, du Bring Your Own Device, ce qui sort du contrôle de la DSI. C'est tout ce que la DSI ne voit pas. C'est ce qu'on ne connaît pas, qu'on devrait connaître, qu'on aimerait connaître et qu'on ne connaît pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait Il se trouve que le président... un recueil sur le sujet. Hein. Il m'a donné un petit chèque tout à l'heure pour que j'en parle, donc il fallait absolument que je le fasse. Mais simplement, non, mais plus sérieusement, ça fait partie des choses aujourd'hui qui changent la donne, me semble-t-il. Et ça englobe toute cette notion de sécurité, ça englobe toute cette notion d'évolution à la fois des usages pour nos utilisateurs, de fonctions pour les DSI, et de modes de gouvernance. Et ça fait partie des choses très importantes. Juste en un mot, et on passe tous chacun la parole, mais en une phrase, le poste du futur, c'est quoi en 2020, Gauthier Delot? Juste en une phrase, c'est dur, hein, c'est un travail de synthèse. Le poste du futur, je pense que c'est le poste qui correspond aux besoins de l'utilisateur. On a souvent tendance à faire de la technologie pour de la technologie, et il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des impacts utilisateurs qu'il ne faut pas oublier de former et d'accompagner. Pour l'utilisateur. Raphaël Desberg. En une phrase, je ne saurais pas faire. Mais si, il faut le faire. Là. En 3 mots alors. Alors en 3 mots, il y a à mon avis 2 choses importantes. La techno qui pousse aujourd'hui, et puis les utilisateurs. Et là, on a la concordance de 2 phénomènes. À l'époque, on a eu les PC qui ont été poussés par les utilisateurs. Aujourd'hui, on a l'innovation techno. La 4G, par exemple, et je vais très vite là-dessus. Tous les opérateurs ont lancé la 4G. Elle marche. Et ils lancent tous aujourd'hui des challenges pour trouver des usages. Maintenant, ils cherchent les usages. Bernard Hervy. En 3 mots, je vais le faire en 3 mots. Le poste de demain, pour moi, il est multiple. Il est mobile et il est collaboratif. Très bien, bravo. Hein Michel Spiry, vous avez eu le temps de vous préparer, vous, c'est plus facile. Oui, donc la même chose, donc je vais pouvoir continuer. Je suis tout à fait d'accord, mais ça va dépendre des entreprises. C'est-à-dire que chaque entreprise a ses propres besoins et doit s'adapter à son marché, à ses besoins et à ses contraintes. Donc le poste de demain, il va avoir ces qualités-là. Du coup, il va nécessiter, si vous voulez garder la maîtrise de ça, et ne pas vous en remettre uniquement aux fournisseurs, ce qui peut être une très bonne stratégie dans certains cas de figure, beaucoup plus de compétences à l'IT, parce que apporter plus de souplesse en gardant quand même un certain nombre de contraintes, c'est plus compliqué qu'avant. Donc on va reprendre des compétences dans l'IT. Pascal Buffard, le mot de la fin sur cette... C'est difficile, hein. Mobile sûrement, social sans aucun doute, connecté toujours. Très bien, mais merci, on peut vous applaudir. Il n'y a pas de questions? Ouais. Alors je vous remercie tous d'être venus, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes à peu près 163, 164 dans la salle. Et donc je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour un événement similaire. On essaiera de faire quelque chose d'un petit peu original, peut-être en partenariat avec HEC, parce que ce sera les 15 ans du master et les 10 ans de l'association. Donc je remercie l'ensemble des participants, l'ensemble des participants d'HEC, toutes les personnes qui se sont déplacées, nos sponsors, SPI, IDC, Logteam et Sens Informatique. Messieurs, mesdames, je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Je vous souhaite bon appétit. Oui.